Hello and welcome to Bonjour et bienvenue à notre dernier webinaire de l'année 2021. Aujourd'hui, j'espère que vous allez me voir. Je recommence. Bonjour, bienvenue à notre dernier webinaire à IPAF de l'année 2021. Aujourd'hui, on parlera des modifications. Je m'appelle Brian Parker et j'ai le plaisir d'être hôte de ce webinaire. On va enregistrer ce webinaire aussi. Donc, merci pour tous les participants qui ont décidé de suivre ce webinaire. Nous avons une traduction en français, espagnol, italien, chinois, coréen, portugais, espagnol, allemand. D'abord, je voudrais remercier nos sponsors Skyjack et Enowa. Grâce à leur support, nous avons organisé ce webinaire. Alors, modifier une machine peut être vraiment une question débattue et cela peut être très difficile et cela peut avoir bien sûr un effet sur la machine tout entière. Parfois, on peut le faire avec des bonnes intentions, mais quand même, il y a un impact sur le résultat. Aujourd'hui, les rapporteurs vont partager donc des nouvelles et des informations concernant ce point de vue des modifications. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, nous avons le manager régional Amérique du Nord, Tony, qui va nous parler des modifications du potentiel. Ensuite, nous avons Jim Walden, le responsable de la sécurité produit pour Skyjack. Et Jim va parler donc des modifications du point de vue des fabricants. Ensuite, Rob Cavalieri, responsable conformité et sécurité pour le Moyen-Orient, Manlift, et il va parler des modifications du point de vue des loueurs. Et TJ Lyons, c'est le responsable sécurité d'IPA aux États-Unis et il va parler des modifications du point de vue des fournisseurs. Et il va y avoir aussi une session questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions et les intervenants sûrement vont vous fournir une réponse. On va lancer d'abord une petite vidéo.
Merci à Inoa pour cette vidéo. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche. Alors, je passe la parole immédiatement à Tony Grout. Bonjour, Brian. Je suis manager régional pour l'Amérique du Nord et pour la norme ainsi, la norme canadienne. Alors là, donc on va voir le point de vue des normes du secteur. La ANSI A92 pour les plateformes élévatrices. Cette norme et la modification est définie comme tout changement apporté à une PEMP qui affecte le fonctionnement, la stabilité, les facteurs de sécurité, la charge nominale ou la sécurité de la plateforme de quelque façon que ce soit. Alors, nous sommes tous d'accord, je pense, que de quelque manière que ce soit, couvre un grand nombre de domaines potentiels où tout changement peut être considéré comme une modification de la machine. Donc, lors du développement des normes ANSI à 92, le bureau de Standard Review accepte dans le cadre d'un appel que le libellé de la norme selon laquelle l'exigence des modifications ou les ajouts à une plateforme ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation du fabricant. Cela viole la politique pour les conditions commerciales et à ce titre, l'approbation exclusive d'une modification par le seul fabricant de la PEMP n'est pas admissible dans une norme nationale américaine. Le bureau conclut que la norme pourrait être ajustée pour permettre à des alternatives expérimentées d'effectuer des modifications à la plateforme, même si le fabricant existe toujours. Les normes stipulent qu'une modification ne doit être effectuée qu'avec l'autorisation écrite préalable du fabricant. Et doit, donc, c'est un terme qui est compris en tant que conseil, une recommandation par rapport au shall qui en anglais définit quelque chose d'obligatoire. Donc, l'approbation de fabricant et refabricant ne peut être obtenue. L'autorisation d'effectuer des modifications peut être accordée par une entité équivalente après analyse et approbation d'un ingénieur. De plus, il faut considérer les pièces de rechange qui doivent donc obligation, doivent être identiques ou équivalentes à la pièce ou au composant original de la plateforme. Alors, maintenant, nous savons quelles sont les exigences de la norme pour une modification. Voyons ce qui se passe sur le marché. Alors, la réalité est que les plateformes sont modifiées. Et voyons maintenant pourquoi ces machines bien conçues et fabriquées subissent un changement lorsqu'elles sont sur le marché. Je tiens à préciser que le fait de pouvoir le faire ou de croire que l'on peut concevoir un meilleur piège à souris, comme le montre cette photo, et ne sont pas des raisons valables pour modifier un équipement, en particulier une machine destinée à transporter des personnes en hauteur. J'ai conclu personnellement que les modifications se produisent selon l'une des 4 actions suivantes. Modification non intentionnelle, modification intentionnelle sur le terrain, modification supposée approuvée lorsqu'il y a un ajout d'accessoires disponibles chez les fournisseurs de composants du marché secondaire, modification approuvée par le fabricant de la plateforme. Les normes de conception des PEMP spécifient les exigences de sécurité, les mesures préventives, ainsi que les moyens de les vérifier, destinés à positionner le personnel sur les lieux de travail en hauteur. La norme de conception contient les calculs de conception structurelle, les critères de stabilité, construction, l'analyse de sécurité et les essais qui doivent être appliqués avant la première mise en service de la plateforme. Une modification doit prendre en considération les conceptions spécifiques de chaque modèle de PEMP
Une modification non intentionnelle peut se produire lorsqu'un propriétaire de plateforme apporte un changement à une PEMP sans considérer consciemment que ces actions constituent une modification de la machine elle-même, qui peut d'une certaine manière affecter le fonctionnement, la stabilité, les facteurs de sécurité, la charge nominale ou la sécurité de la PEMP. Trois exemples de modifications involontaires ou non intentionnelles. Le premier montre le replacement d'un boulon sur un système de garde-corps. Le technicien de service prend un boulon 3-8 dans la boîte à outils et là, vous voyez la taille actuelle. Donc, un quart de pouce supplémentaire expose davantage le boulon. Un ouvrier se prend la bague dans le boulon et se blesse la main. Et ça, c'est une modification non intentionnelle et non approuvée, quelque chose d'involontaire. Le deuxième exemple, c'est celui d'un propriétaire qui remplace des batteries. Dans ce cas, donc, des batteries non équivalentes aux batteries du producteur, de fabricant. Les remplacer présentent au moins un défaut du point de vue de la taille du poids. Par exemple, le poids des batteries fait partie du contrepoids de conception requis pour la stabilité de la pompe. Il s'agit d'une modification non approuvée et non intentionnelle. Le troisième exemple est le remplacement d'un crochet sur une barrière à chaîne. Là encore, il ne s'agit pas d'un équipement d'origine demandé par le fabricant et donc ça, c'est la responsabilité du propriétaire. C'est une modification non intentionnelle et non approuvée. Il arrive trop souvent qu'un utilisateur apporte une modification à une plateforme sur le terrain. Donc, en considérant seulement l'essai qu'ils veulent effectuer. Mais là, par exemple, les fixations, mais cela a un impact sur la stabilité, les facteurs de sécurité, le fonctionnement, la charge nominale, la sécurité. Là, vous voyez quelques exemples. Notez qu'une modification peut également être autorisée par une procédure fournie par le fabricant et cela doit suivre les critères et un utilisateur, un loueur ne doit jamais appliquer des modifications. Si nous examinons l'image en haut avec 3 points d'interrogation, là, vous voyez donc la plateforme, la PEMP. Vous voyez, il y a 3 occupants par rapport aux 2 autorisés, des travailleurs à l'extérieur de la plateforme sans garde-corps, la charge placée en dehors de la zone de charge conçue de la plateforme de travail. Donc, cela va au-delà de la conception. L'intention de supporter est donc un poids spécifique. Là, vous voyez un poids supplémentaire du verre installé et la liste pourrait continuer parce que ces modifications vont clairement au-delà des limites de conception initiale de l'OEM, donc du fabricant, des exigences de la norme de conception, de l'exigence des instructions de sécurité. Le fait que cette modification ou toute autre modification non approuvée n'ait pas entraîné d'accident ne prouve pas qu'il s'agit d'une bonne modification ou acceptable. Ce n'est pas parce qu'une tâche a été accomplie et que personne n'a été blessé qu'une modification peut être considérée comme acceptable. Et seul le propriétaire est autorisé à approuver une modification apportée à son équipement. Jamais un utilisateur de location. Si vous êtes propriétaire d'une plateforme mobile et vous voyez un fournisseur de pièces d'accessoires autre que le fabricant de la PEMP, vous devez vous assurer qu'ils sont identiques ou équivalents à la pièce ou au composant original de la plateforme, obtenir l'approbation du fabricant de la PEMP ou bien d'une entité équivalente. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez la plateforme, il est probable qu'elle ne soit
pas approuvé pour votre modèle de plateforme. Il doit y avoir donc l'approbation du fabricant ou bien d'une entité équivalente après essai et analyse d'un ingénieur approuvé. Enfin, il existe une approche claire des modifications autorisées sur votre plateforme mobile, celle proposée par le fabricant. Les fabricants de pumps conçoivent les plateformes pour l'usage auquel elles sont destinées et savent comment elles sont utilisées sur le marché. Ils proposent de nombreuses options accessoires pour répondre à la plupart des utilisations connues. Les propriétaires et utilisateurs de plateformes doivent être conscients de la disponibilité d'options et accessoires conçus et approuvés comme réponse principale à leurs besoins, leur choix d'équipement. Merci. Merci, Tony, avec les exemples de modifications. Alors, je vais maintenant passer la parole à Jim qui va nous présenter la question des modifications du point de vue des fabricants. Merci, Brian. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Je m'appelle Jim Walden, je suis le responsable de la sécurité produit chez Skyjack et je fais partie du comité technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la question des modifications du point de vue des fabricants. Tony a bien parlé donc des différents aspects. Dans ma présentation, je vais souligner quelques aspects. Alors, parfois, bon, je dirais on aurait besoin vraiment de beaucoup de temps pour parler de ce sujet, mais je voudrais prendre, disons, faire un pas à l'arrière et comprendre quelles sont les normes de fabrication de ces plateformes. Et on va voir les réglementations et aussi partager avec vous des messages clés pour bien comprendre cet aspect des modifications. Alors, les normes sont un aspect important pour garantir que les produits et services sont fournis de manière harmonisée et cohérente. Et en tant que consommateur et utilisateur, vous avez la certitude d'un fonctionnement cohérent et qu'il y a toujours le même niveau de conformité. Et donc, de cette manière, grâce au règlement, on peut être sûr d'être toujours conforme aux normes. Donc, il doit y avoir le même niveau d'analyse, d'essai lorsqu'un produit est mis sur le marché, de manière à avoir un fonctionnement prévisible, cohérent, de manière à savoir ce qu'on attend et on s'attend ce pour lequel on a payé. Alors là, vous voyez les essais, les conditions et nos machines sont conçues pour des utilisations spécifiques qui répondent aux normes comme par exemple EN 280 en Europe ou bien ANSI A92 en Amérique du Nord, CSA B 354.6, etc. Ces normes selon lesquelles les machines et la documentation sont conçues, comprennent les exigences de conception, de calcul, de construction, de sécurité, de marquage et d'essai. Une fois que la machine est mise sur le marché, donc la responsabilité de cette machine est transférée avec elle, est transférée au propriétaire une fois que la plateforme est vendue. Et il est important de savoir qu'est-ce qui constitue une modification, comment déterminer l'impact de la modification, où cela peut-il mal tourner, que se passe-t-il si le fabricant n'approuve pas la modification. Là, j'ai mis beaucoup d'extraits de texte, mais je voulais vous montrer quelles sont les références des normes pour comprendre la matière de modification et pour savoir quels sont les règlements partout dans le monde. En tant que producteur, fabricant,
Nous devons toujours répondre aux caractéristiques, aux critères d'harmonisation. Alors, en général, et à travers le monde, les normes se focalisent sur la responsabilité et la gestion de la responsabilité, les exigences locales, si des modifications sont envisagées. Donc, normalement, là, vous avez les modifications, les références et les fabricants ne suggèrent pas d'apporter de modifications. La stabilité, la sécurité de performance, comme Tony l'a dit, partout dans le monde, là, vous avez des références qui concernent dangers, nouveaux risques, nouvelles méthodes de contrôle. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on veut mettre en œuvre avec toute modification. Les modifications doivent être conformes aux mêmes normes que la plateforme originale. Par exemple, contrôle de conception, de fabrication, essais, tests et validation, comme je viens de le dire. La modification aura probablement un impact sur la plateforme, mais aussi sur sa documentation de conformité. Il est très important de comprendre cet aspect-là aussi lorsqu'on parle de modification. Et il est important aussi de reconnaître que le modificateur peut assumer le niveau de responsabilité du fabricant pour l'ensemble de la machine après modification. Donc, la responsabilité se penche sur la personne qui a modifié la machine. Il faut aussi comprendre quelles sont les conséquences. Mais ce n'est pas donc une solution qui est valable pour tout le monde ou bien une seule réponse pour toute modification. Il y a plusieurs nuances de modification. Donc là, vous avez les structures, par exemple, et l'entretien d'une plateforme conformément aux instructions du fabricant, aux pièces approuvées. Par exemple, Tony l'a déjà dit, il y a une différence entre modification intentionnelle, non intentionnelle et le champ d'application, par exemple, les différentes définitions, les accessoires, les pièces de réchange qui peuvent changer les propriétés de la machine et la conception après une modification physique ou bien changement de fonctionnement et de fonction. Donc, c'est difficile de faire une différence spécifique et de diviser les modifications en catégories, en risques. Là, vous voyez donc un exemple des différences. Les produits deviennent plus numériques avec plus de logiciels. Le logiciel aussi représente un composant fondamental de la machine qui peut être assujetti à une modification. Alors là, vous voyez pourquoi il est important de parler et avoir une interface avec le fabricant. Il faut comprendre le contexte, il faut bien comprendre quelles sont les conséquences en cas de modification qui peuvent avoir une retombée sur le système tout entier, le sous-système ou même les pièces, avec des questions de stabilité, d'intégration, intégration de matériaux. Donc, un exemple, là, vous voyez un concepteur, et il y a donc les outils, des modifications qui sont développées. Et là, vous pouvez voir que les informations de sécurité ont été voilées, donc cachées. Là, ensuite, vous avez l'inspection. Et là, vous voyez les dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu un accident,
Mais là, vous devez quand même rectifier ce dommage, ces dégâts. Et il est important de parler avec les fabricants parce qu'il y a des situations qui auraient pu être évitées en utilisant la bonne approche. Là, vous voyez les modifications observées par des tiers, comme Tony l'a dit, il y a des scénarios différents. Il peut y avoir des modifications approuvées ou non approuvées. Et là, vous voyez les conséquences lors d'une modification qui apporte, qui a un impact sur le fonctionnement, la stabilité, la résistance. Là, vous voyez, il y a des différences concernant, par exemple, la condition de poids ou bien la modification de garde-corps. Cela peut avoir une retombée sur l'accès à la plateforme. Donc, des modifications qui sont approuvées dans certains marchés ne sont pas approuvées dans d'autres marchés. Il faut toujours consulter la réglementation locale. Il faut toujours lire les conditions requises dans votre pays, dans votre région. La modification peut aussi changer le comportement et l'utilisation originale. Donc, là, par exemple, le panier, la plateforme, si l'on apporte de modifications à cette partie, on peut avoir un impact sur le fonctionnement total de la machine. Là, vous voyez la plateforme à ciseaux, la création d'un comportement qui ne peut pas être considéré comme acceptable. Donc, les messages clés de ma présentation aujourd'hui, donc les implications fondamentales de modification de tierces parties, donc il y a des inconnus. Peut-être si le modificateur n'est pas l'équipementier, il ne peut pas disposer des informations nécessaires pour effectuer une modification à bon escient. Donc, il se peut qu'il n'y ait aucune information confirmant que la modification a été effectuée par une organisation compétente. Ensuite, l'impact sur la sécurité, la conformité de la modification. Il est très important de connaître les conséquences, de les comprendre. Quelles sont les conséquences apportées par cette modification afin d'effectuer une bonne évaluation de risque. Ensuite, l'invalidation de la garantie, parce que lorsqu'il y a des modifications apportées sans approbation, la garantie n'est plus valide. Ensuite, la configuration des pièces. Donc, la configuration de la machine peut maintenant être unique. Donc, s'il y a des parties qui peuvent être démodifiées, donc par exemple, s'il y a un changement au matériel ou bien au logiciel, il est très important de comprendre quels sont les effets parce qu'il y a quand même une modification partielle qui est apportée à la machine. Une modification incorrecte peut créer un comportement inapproprié. Et il est important de comprendre les conséquences parce que là, on se réfère à la responsabilité du produit. Donc, il faut comprendre où se place la responsabilité lorsqu'il y a des modifications. Alors, il existe donc peut-être une option, un accessoire déjà approuvé. Donc, remplissant nos nécessités et il vaut mieux donc consulter les options déjà existantes. Il est de la responsabilité du propriétaire, de l'utilisateur de maintenir une plateforme mobile sûre et conforme. Les propriétaires doivent consulter les fabricants pour toute modification apportée par un tiers.
Et enfin, du point de vue des utilisateurs, si vous n'êtes pas certain d'une modification apportée à une plateforme, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas, par exemple, de manuel équivalent, alors il vaut mieux contacter le propriétaire. Il ne faut pas tenir pour assurer toutes sortes de modifications. Alors, je repasse la parole à Brian. Merci. Merci, Jim, pour avoir partagé la perspective des fabricants. Et vous pouvez poser les questions, bien sûr. Vous pouvez les poser dans le menu questions-réponses. Alors, maintenant, on va voir la perspective des sociétés de location. Rob, à vous la parole. Merci. Je m'appelle Rob Cavaliere et je suis responsable conformité sécurité pour Manlift Moyen-Orient et on va maintenant voir les modifications de plateforme modifiées du point de vue des loueurs dans le cycle, disons, de vie des sociétés de location. Je vais utiliser une définition de modification que vous avez déjà vue. Toute modification apportée qui peut avoir une retombée sur le fonctionnement, la stabilité, les facteurs de sécurité, la charge nominale, la sécurité de la plateforme. C'est ça la définition à laquelle je fais référence. Il y a différentes sortes de modifications, des scénarios différents et modifications parfois surgissent d'idées sur la base des nécessités. Ça, c'est une affirmation de JLG lorsqu'il parle donc du soft labeling de Craig Edwards. Et là, on voit l'innovation, cependant, est le reflet de nombreuses innovations, développement, amélioration, et tout cela passe par les idées et l'application sur le champ. Là, bien sûr, on a besoin de données. Il faut vérifier les modifications et avoir des modifications appliquées de manière appropriée. Alors là, vous voyez quelles sont les raisons de modification. Alors, par exemple, la plateforme ne fait pas ce que l'utilisateur veut qu'elle fasse, ou bien une modification qui a trait au coût, ou bien abus, dommages, utilisation dangereuse, ou bien une question spécifique. Parfois, il peut y avoir des questions techniques opérationnelles et donc les techniciens qui cherchent à résoudre ces problèmes. Ou bien s'il n'y a pas de solution disponible chez l'EM, ou bien s'il y a une solution mais qui ne peut pas être fournie de manière ponctuelle, ou bien à un coût prohibitif. Là, vous voyez aussi quelques raisons derrière une modification. Du point de vue donc de la société de location, là, vous voyez sur la droite, vous avez le cycle de location. Alors là, vous voyez la ligne au milieu qui représente la voie de l'offre et vers le haut, vous voyez la partie qui concerne la location. Donc, dans le cycle de location, là, vous voyez des modifications qui sont appliquées et le type D qui concerne, par exemple, un abus d'équipement ou des dommages. En bas, vous voyez des modifications qui sont apportées
Dans, par exemple, l'atelier, là, vous voyez la nécessité d'installer un composant ou bien d'inchanger un composant. Et parfois, les techniciens ne comprennent même pas quelles sont les implications. Ensuite, vous avez type A. Les modifications de type A, ce sont les modifications approuvées par l'équipementier. Et là, vous voyez les type E, de modifications intentionnelles et non intentionnelles. Et type C, l'ajout d'accessoires ou d'options euh, et l'approbation aussi de tierces parties. Alors, dans la partie haut, vous avez la partie on rent, donc pour la location en cours. Outbound signifie à la sortie. Là, vous voyez donc dans cette partie en rouge, vous avez des modifications, par exemple, de type E, comme les modifications intentionnelles, non intentionnelles, et type D, c'est-à-dire un abus ou bien un dommage à la machine. Là, vous voyez les différents aspects de la modification. Là, vous avez des modifications élaborées, par exemple, la nacelle télescopique. Là, vous voyez les unités qui ont été remplacées avec une batterie courant continu. Et là, donc, ce sont des modifications qui sont effectuées même par des entités reconnues, mais là, vous avez des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont mené des tests, des essais. Et il y a aussi donc une revalidation. La numéro 3, là, vous avez le système de protection pour la chute d'objets. Et là, vous voyez aussi le contrôle de la vitesse de vent, ou bien numéro 4, sur le terrain, là, vous voyez des composants standards ou bien une évaluation. Et puis, donc, là, vous avez des questions qui ont dû remplacer les composants. Par exemple, même remplacer un interrupteur peut avoir une retombée sur le comportement de la machine tout entière. Là, par exemple, vous avez l'extincteur. Là, c'est une question aussi de poids, de distribution de poids. Donc, toute modification peut être bien faite ou pas. Même la numéro 4 peut entraîner un incident ou pire. Là, vous voyez des exemples de modifications, par exemple, numéro 1. Là, vous avez, par exemple, la présence d'une cage ou bien un pneu alternatif. Donc, avec la bonne valeur de pression. Et là, vous avez un accessoire électromécanique, le dispositif de levage, ou bien là, vous avez la plateforme, la nacelle élévatrice, ou même un outil tout simple comme numéro 6. Alors, les types B, donc entreprise de location tierce partie approuvée, cela dépend bien sûr du niveau de professionnalisme de l'organisation de la société. Par exemple, un exemple commun, c'est les pneus solides. Ça, c'est une chose. Quand, par exemple, il faut considérer le diamètre, il faut considérer les tailles, la partie arrière du pneu aussi. On a besoin de spécifications afin d'apporter une modification appropriée. Et là, vous voyez, numéro 2, là, vous avez l'organisation de location et, par exemple, le système de levage. Là, vous voyez les canalisations sur la partie arrière. Et là, c'est le système de protection pour la nacelle, protection pour la chute de tout objet en hauteur.
Là, vous voyez aussi une instruction et une information additionnelle lorsque on applique une modification. Là, vous avez un autre exemple, une modification assez élaborée. Là, une plateforme spécifique avec une conception approuvée. Et là, on a une retombée sur la capacité de la plateforme, on a une retombée sur la structure, charge, décharge, comment est-ce qu'on peut, par exemple, gérer le potentiel, la charge nominale. Là, vous voyez d'autres exemples de sociétés de location ou tierces parties approuvées. Par exemple, le système numéro un. Là, vous voyez la charge, la plateforme qui a une charge diminuée, s'il y a les bonnes informations, les détails de sécurité et les instructions d'utilisation afin d'utiliser l'équipement de manière sûre. Là, photo numéro 2, là, vous voyez une extension de plateforme et d'autres questions de conformité. Là, vous voyez la hauteur maxi et la charge nominale. Donc, il faut le faire de manière sûre. Là, vous voyez des exemples donc, de modifications type A, B, BEF. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe s'il y a une mauvaise utilisation de matériel, par exemple un pneu du point de vue du fabricant, du tierce partie. Voilà ce qui se passe si le travail n'est pas fait de manière appropriée. Quels sont les dangers? Photo numéro 2, là, vous voyez un problème du rapport, là vous voyez de la partie vide, cela a une retombée, un effet sur la stabilité de la machine et sur la configuration du pneu. Là, vous voyez la réparation des pneus à la photo 3. Parfois, les utilisateurs ne sont pas conscients de la véritable capacité de la surface des pneus, mais réparer un pneu qui est déjà endommagé, là, vous voyez le dommage même en dessous de la réparation. Et là, avec le fabricant, avec les sociétés de location, il faut bien sûr aborder cet aspect de manière appropriée. Là, vous voyez au contraire une modification qui a été bien faite avec le bon matériel et la taille, etc. Donc, on peut apporter des modifications même de manière appropriée et sûre. Là, vous avez d'autres exemples avec d'autres composants. Par exemple, là, vous voyez plateforme ciseaux. Là, vous voyez les composants, les barres de soudure, la structure qui court le risque d'être compromise. Et donc, là, vous voyez sur le terrain le plastique tout autour de la plateforme, de la nacelle. Donc, afin de débloquer la nacelle et les protections. Mais là aussi, il faut comprendre quel est l'effet sur la stabilité de la plateforme, la visibilité aussi. Et ce sont tous des aspects qu'il faut prendre en considération. Là, vous voyez des exemples assez fréquents, type et donc modification intentionnelle et non intentionnelle. Photo 1, là, vous voyez des lumières sur la nacelle et la distribution n'est pas cohérente et cela a une retombée sur la stabilité de la machine tout entière. Là, vous voyez la fixation avec de la caméra sur la plateforme
il y a aussi un problème de courant du vent avec la présence de ce parapluie. Là, l'extincteur photo 2, alors là, c'est 6,5 kilos de plus. Donc, il y a aussi une question de distribution des poids. Et donc, par exemple, le risque d'avoir une chute d'objets donc, objets qui courent le risque de chuter, les produits qui sont à l'intérieur et le type de incendie que cet instincteur peut gérer. Peut-être on peut avoir l'extincteur à un autre endroit. Là, vous voyez par exemple d'autres exemples de type E, type F. Euh, les risques pour les opérateurs avec ces pivots en V. Je ne suis pas un grand souteneur de ces pivots, mais là, vous voyez, ça, c'est le danger qui se présente parce qu'il peut y avoir une fatigue de la part des ressorts et donc la meilleure solution, c'est d'avoir et d'appliquer la bonne modification. Là, l'accumulateur, donc une capacité d'accumulateur inappropriée. Là, vous voyez, il y a eu un remplacement de batterie à basse capacité. Alors, du point de vue, le courant auxiliaire peut quand même être alimenté. Donc, on ne doit jamais changer une batterie avec une batterie de moindre capacité. Là, vous avez l'exemple de modification de changement de cet interrupteur. Il y a quand même des dommages qui ont été réparés, mais là, vous voyez la structure, la capacité structurelle tout entière a été affectée. Et là, photo 3, les fuses, donc une fuse de 30 ampères a été remplacée et il aurait dû être de 20 ampères. Donc là, un autre exemple de modification simple, par exemple, les sociétés de location peuvent, par exemple, avoir ce changement de couleur ou bien, là, vous voyez les photos avant et après une prise de manière positive. Donc là, vous voyez, on va réduire, par exemple, le danger de tripoter sur la prise. Et là, dans ma dernière diapo, il faut prendre en considération plusieurs aspects. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais lire. Donc, augmenter la compétence des opérateurs de plateforme afin de les sensibiliser pour ce qu'on est des risques. Ça, c'est la chose la meilleure qu'on peut faire. Il faut travailler avec les sociétés de construction, avec les managers, avec les représentants de sécurité. Par exemple, on peut avoir des journées consacrées à la sécurité sur le terrain, augmenter la compétence des techniciens avec une collaboration toujours plus fréquente des programmes de formation promus par les fabricants et, par exemple, l'évaluation des compétences, des inspections de la part des ingénieurs et par exemple, sociétés d'ingénierie ou bien l'inspection de tierces parties. Continuer le développement professionnel. Numéro 6, avoir de contrôles toujours plus fréquents par les centres de formation. Numéro 7, avoir et développer des cours d'études pour les ingénieurs, les techniciens et informer les gouvernements, les autorités de l'importance des meilleures pratiques et des solutions reconnues et augmenter les sanctions pour les violations
et avoir l'approbation de la part de fabricants de bonnes solutions accessoires ajoutées aux plateformes. Numéro 11, réduire la validité de la licence des opérateurs par rapport à la durée actuelle, donc 2 ans. Je suis sûre que vous avez sûrement eu affaire avec quelques exemples de modifications et sûrement cela cause de l'inquiétude dans le secteur. Là, on va passer la parole à TJ. Ah, merci. Je voudrais rappeler qu'il y a eu sûrement des études concernant les nacelles ciseaux et les plateformes élévatrices. Et je voudrais donc vous parler aujourd'hui du point de vue des fournisseurs, des entrepreneurs. Par exemple, quels sont les retours qui sont aussi importants du point de vue des utilisateurs. Je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années ici aux États-Unis et bien sûr, il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. Alors, une chose qu'on a vue chez Amalift, par exemple, c'est la nécessité d'un examen de l'équipement. En particulier, on va considérer des indicateurs, des facteurs afin de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Et il y a des aspects qui doivent être soulignés que j'ai vus sur le terrain et je voudrais partager ces aspects avec vous aujourd'hui. Ça, c'est un exemple vraiment intéressant. Alors, lorsqu'on va comprendre la valeur, on veut comprendre la valeur du retour de la part des utilisateurs. Là, j'ai vu donc des sacs poubelles qui... Une chose qu'on doit chercher sur le terrain, si l'on voit une machine modifiée, il faut reconnaître quelle est aussi la nécessité de l'utilisateur. J'ai cherché à intégrer ces conceptions dans les prochaines générations de machines sur la base de retours des clients. Là, c'est l'une des histoires que je préfère il y a quelques années. Et ces plateformes-là, vous voyez, parce qu'il y a des dégâts, parce que les personnes sautent dessus et donc 600 montées et plusieurs heures d'utilisation. Et là, vous voyez encore la barre d'acier et l'impact sur son utilisation. Alors, je veux trouver la manière de revenir aux fabricants. Et dans le domaine des sécurités, j'aime bien utiliser les facteurs, les indicateurs, parce que j'aime pas la réponse, on a toujours fait comme ça. Là, vous voyez s'il y a des défauts de conception qui ont besoin de correction sur le terrain. Ça, c'est une inquiétude que j'ai abordée pendant les années. Donc, les réponses des fabricants qui concernent les aspects de sécurité. Et là, on a eu un accident avec une main écrasée dans ces engrenages. Alors, une chose qui n'était pas comme
je ne cherche pas des réponses prêtes par les fabricants, mais je veux comprendre avec le fabricant quels sont les aspects, parce qu'il y a parfois ces sentiments de danger et comment adresser ces aspects et résoudre les aspects de danger. Là, c'est une autre photo. Ça, c'était un bâtiment et donc un système qu'on avait ici à New York. Là, vous voyez les modifications et bien sûr les fabrications sur le terrain. Euh, il y avait un danger qui n'avait pas été reconnu et bien sûr la priorité principale des fabricants, c'est de protéger les utilisateurs. Alors, lorsqu'on voit des symptômes, lorsqu'on voit qu'on pourrait rendre encore plus sûre la machine, il faut travailler avec les concepteurs, les ingénieurs, et c'est quelque chose qu'on fait. Donc, prendre en question l'exposition, le risque, écouter, être à l'écoute des utilisateurs et tirer profit de leur retour pour améliorer les machines. Euh, alors ensuite, là, vous voyez les manuels, les chaînes, les pignons. Il y a encore des pignons qui sont encore disponibles. On pourrait améliorer cette structure, mais quand même, on a intégré, disons, les protections dans cette plateforme élévatrice. Donc là, vous voyez l'exposition. On a besoin donc de corriger cet aspect. Donc, c'est bien quand même d'incorporer les nouvelles conceptions et les modèles sur le terrain. On a parlé donc de l'exposition dans la filière. Alors, lorsque on parle de l'aspect électrique, là, vous voyez, si l'on demandait à 100 utilisateurs comment savoir si un ascenseur peut être utilisé dans des conditions venteuses, peut-être que 3 d'entre eux connaîtront la réponse. Et il y a parfois des choses que les utilisateurs ne connaissent pas. Ça, c'était donc un ascenseur et c'était exposé au vent et bon, cette photo remonte à il y a 10 ans et j'ai commencé donc à demander aux personnes, est-ce que vous savez si vous pouvez utiliser l'ascenseur en conditions venteuses? Et bon, on a vu très peu de personnes connaissaient la réponse et connaissaient par exemple l'effet de mettre une sorte de protection tout autour de la nacelle, quelles étaient les conséquences. Et donc ça, c'est un grand défi pour le secteur tout entier et donc on a besoin donc de continuer à partager ce qu'on apprend, les informations. Maintenant, plusieurs personnes connaissent quels sont les dangers des conditions venteuses dans ce domaine. Et donc, ce sont tous des aspects qu'il faut considérer et informer les personnes parce que, comme on a vu, la plupart des personnes interviewées ne savaient pas quelles étaient les euh, bonnes conditions d'utilisation de cet élévateur. On voulait donc l'équipement ciseaux parfait. On a travaillé avec les ingénieurs concepteurs. On a donc compris comment on pouvait améliorer le projet. Les personnes vont intégrer donc les solutions dans les projets. Et là, vous voyez
je reconnais donc qu'il y a quand même la nécessité d'intégrer ces modifications dans le projet de la machine. Merci. Thank you for that, TJ. Great insight from a contractor using Merci TJ, merci pour avoir partagé avec nous la perspective des for this in terms of fournisseurs de fabricants. we've had a number of questions through Nous avons des questions. Alors, la première question, answer the questions, but et vous avez encore l'opportunité de poser la question, une question de John Bug. Quels sont les standards pour les filets autour de la nacelle PEMP? Merci pour cette question. Pour revenir à ma présentation, il est important de comprendre qu'il y a quand même des spécifications parce qu'on n'a pas une solution unique pour toute installation. Donc, ma réponse serait, cela dépend. Cela dépend, par exemple, des filets, cela dépend de la taille des trous, bien de la longueur. Donc, du bras. Et donc, il faut prendre en application tous ces aspects. Donc, c'est vraiment difficile de dire que appliquer des filets est la bonne solution parce que je dirais cela dépend des emplois, cela dépend des structures. Il y a des fabricants qui demandent l'approbation pour appliquer les filets et cela, bien sûr, comme on a dit, il vaut mieux parler avec les fabricants, se confronter et parler, leur poser les questions, même en parlant d'un modèle spécifique et de votre nécessité d'appliquer les filets afin de comprendre donc quels sont les aspects et une peut-être votre nécessité prévoit et envisage une plateforme mobile spécifique avec une configuration spécifique. Donc, c'est une question générale qui ne demande pas, qui ne peut pas avoir une réponse générale parce que vraiment, je dirais que cela dépend. Merci. Merci. Alors, je voudrais parler des normes qui ne peuvent pas être appliquées en cas de conditions venteuses. Donc, cela, il y a un effet sur la stabilité, sur la structure ou bien sur l'approbation qui doit être obtenue par un ingénieur. Donc, il faut faire attention lorsque on gère des matériaux lourds. Comme je disais, la différence fait la conscience, la sensibilisation, savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, suivre les cours de formation et faire en sorte que les opérateurs soient bien formés afin de savoir comment procéder avec ces applications. Si je peux ajouter une chose, dans le monde réel, bien sûr, il y a aussi une question de rapidité parce que le client demande une solution ponctuelle et il n'y a pas de temps. Et donc, s'il n'y a pas des solutions, des options pour répondre aux nécessités des clients déjà disponibles et fournies par le fabricant, alors on sait que les clients sûrement vont faire quelque chose.
On peut, par exemple, fournir les détails des filets, des produits, du modèle qu'on veut adopter et on peut travailler avec un ingénieur, on peut demander une approbation et parfois, c'est plus simple par rapport à ce qu'on pense. Donc, il faut avoir un compromis de deux côtés. Okay, we've got a question from Forrest. What is OSHA's law on modifications, and will IPAF be educating today on OSHA's recent? Quelles sont donc les modifications sur la loi OSHA et la définition d'entité équivalente est différente par rapport à celle que vous avez pourvue, Tony? Alors, l'entité équivalente a été donc ajoutée comme deuxième option après les fabricants standards et le fabricant reconnu par les normes, c'est-à-dire une personne qui a des compétences certifiées, reconnues et qui a démontré la capacité de traiter avec le sujet étant au cœur du projet ou de la machine. Bien sûr, il y a plusieurs interprétations là-dessus et OSHA dit que l'entité appropriée et qui équivaut le fabricant, c'est par exemple les laboratoires d'essai au niveau national, toujours du point de vue du secteur. Ce n'est pas une variation remarquable par rapport à la définition que nous avons déjà vue. Comme Rob l'a dit, on a besoin en tout cas d'un certain niveau d'expérience pour résoudre les problèmes et les aspects techniques. Et c'est pas qu'on est en désaccord par rapport à la définition donnée OSHA, c'est tout simplement que nous avons fourni une définition différente par rapport à OSHA. Mais je suis d'accord avec Rob que les fabricants PEMP devraient être plus rapides dans leur réaction et éliminer, disons, la nécessité de se référer à une entité équivalente. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Pour ce qui en est des systèmes de protection contre la chute d'objets, alors il y a des systèmes conçus par des ingénieurs qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire et donc qui ont abouti à des systèmes inappropriés. Donc, il faut aussi motiver les concepteurs, dire est-ce que vous signez votre projet et comme Tony disait, on a des expériences et il faut aussi considérer leur expérience sur le terrain. Il y a une question de la part de Jeff. Combien d'accidents sont causés par une modification ou bien une modification étant vue comme un facteur de contribution aux accidents? Alors, plusieurs d'accidents sont liés à des modifications apportées. On peut donc collecter ces données même de manière anonyme afin de les utiliser à niveau statistique. Mais il faut aussi considérer si un aspect s'inscrit dans le domaine de modification ou pas. Donc, il faut aussi donner une définition précise et nette de modification. Dans le pré-enregistrement, on a reçu des questions. Alors, les PEMP, donc, comment est-ce qu'on peut les considérer avec les grues et les treuils? C'est une très bonne question.
Et il n'y a jamais une réponse simple pour donc avec les normes ISO américaines, européennes. Donc, il y a toujours la focale sur des plateformes élévatrices pour personne. Et si l'on considère l'évaluation de chaque projet de PEMP et le matériel, alors les critères de PEMP donc, peuvent répondre à des standards, à des normes différentes selon les marchés. Le défi, donc, est de considérer l'aspect, par exemple, des grues. Si l'on considère la réglementation européenne, il faut reconnaître, par exemple, l'utilisation de plateformes ou bien d'équipements de treuil pour soutenir le panier. Donc, la nacelle, les normes continuent à évoluer. Et nous avons IPAF, il y a les utilisateurs, les sociétés de location dans le domaine. Tous ensemble, nous sommes en train de chercher les meilleures normes à appliquer pour avoir une réponse progressive. Donc, et ça, c'est l'approche pour avoir donc une réponse progressive à l'évolution du domaine. Il y a une question de la part de Craig. Donc, alors, quelle est votre position sur les panneaux d'attache des outils qui se fient sur un rail des paniers, comme nous l'avons vu sur le PDS l'autre semaine? Alors, pour ce qui en est des garde-corps ou bien des rails, parfois, je dois dire, la simplicité est la meilleure des solutions. Et je pense que cet aspect est très important dans plusieurs secteurs, mais mon avis professionnel, c'est d'être très proche à la personne et je la fixerai pas à une partie en mouvement, en motion. On a besoin donc de la programmation et là, les outils, des batteries. Donc, il faut les garder près de l'utilisateur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le but des garde-corps, bien sûr, c'est de protéger la personne qui travaille en hauteur. Est-ce que le type de plateforme peut être modifié, utilisé avec, disons, des aspects de protection ou des lumières? Est-ce qu'on peut les protéger avec une pellicule? Parfois, ce n'est pas fait de la bonne manière. Il faut considérer même le poids, il faut considérer la chute d'objets, mais on a vraiment besoin de considérer les questions donc, en cours. On n'a pas une réponse simple. Alors, Forrest, deuxième question. Comment est-ce que les tierces parties peuvent donc répondre à ces solutions-réponses? Qui c'est qui veut donner une réponse à cette question de Forrest? Nous utilisons des tierces parties. La capacité, par exemple, de répondre de manière temporelle.
Et donc, nous utilisons les ressources qui sont disponibles. Et donc, il faut voir. Donc, il y a des sociétés d'ingénierie ou bien il y a des questions à considérer. Donc, il faut quand même avoir une évaluation aussi des tierces parties. Si vous avez donc une question à aborder, lorsque vous contactez une tierce partie, et bien sûr, cela dépend de la gestion. Est-ce qu'on doit garder les accumulateurs d'origine ou bien changer de batterie peut être considéré comme une modification? Yeah, I can do that. We've already seen a picture of an example where a battery change is considered a modification because you haven't considered the weight, center of gravity, the capacity, and the volume. So again, no simple. Donc cela, c'est pas une réponse simple à donner parce qu'il y a des modifications qu'on peut apporter. Donc, et cela dépend des fabricants. Donc, en tout cas, on fait des recommandations d'avoir l'approbation du fabricant, de suivre les instructions. Et tandis qu'on l'a dit, s'il y a une batterie qui est vraiment identique, mais on a vu dans ce cas-là, on ne considère pas le remplacement de la batterie comme une modification si l'on utilise une pièce de rechange complètement identique. Mais on a besoin, bien sûr, d'une pré-approbation de la part du fabricant. Merci, Jim. Nous sommes en retard. Ce webinaire sera disponible sur YouTube, sur notre site web. Les diapos. Alors, là, vous voyez la membership individuelle de IPAF, donc des personnes qui se sont enregistrées pour consulter le matériel. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour nourrir la culture de la sécurité et donc pour se former et bien sûr pour prévenir tout accident. Merci à TJ, Tony, Rob, Jim. Merci pour vos allocutions. Un sujet vraiment très délicat et merci à Skyjack et Hinowa, nos sponsors, parce que sans leur soutien, on n'aurait pas pu organiser ce webinaire. Et merci aux participants pour votre suivi. Notre prochain webinaire concernera l'électrification. Cela va avoir lieu le 19 de janvier. Vous pouvez déjà trouver le formulaire d'inscription. Et je voudrais aussi partager mes meilleurs vœux de Noël. Merci.